Merci pour cette petite conversation sur effectivement un personnage qui a défrayé la chronique il y a quelques années, Mohammed bin Salman, et sur lequel on a enquêté. Et on a intitulé le sous-titre de notre livre MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, parce que c'est probablement, c'est déjà quelqu'un, même s'il n'est pas roi, puisqu'il n'est que prince héritier, qui a déjà fortement imprimé sa marque à la fois sur le royaume d'Arabie Saoudite, mais aussi sur l'ensemble du Moyen-Orient. Peut-être deux mots d'abord sur l'Arabie Saoudite, qui est un pays à part parce que c'est le pays qui abrite les deux lieux les plus sacrés de l'islam, la Mecque et Médine. Donc le roi d'Arabie Saoudite a le titre de protecteur des lieux saints. Et donc ça lui confère une autorité sur environ 1,7 milliard de musulmans, en particulier les musulmans sunnites. D'autre part, la particularité de l'Arabie Saoudite, c'est que c'est une des premières puissances pétrolières au monde. C'est environ 9 millions de barils de pétrole chaque jour qui sont à la fois produits et en grande partie exportés. Donc à 80 ou 90 $ le baril de pétrole. Je vous laisse imaginer donc la puissance financière de ce pays. C'est aussi, alors il n'y a pas de carte, mais vous pouvez l'imaginer. Quand on regarde la carte du Moyen-Orient, en particulier de cette région qui s'appelle la péninsule arabique, c'est le grand pays, le grand pays aux côtés d'un certain nombre de petits pays en termes à la fois de population et de superficie, le Koweït au nord, le Bahreïn relié par un pont à l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Oman et le Yémen qui est la seule république. Donc c'est le pays qui est le plus puissant, c'est le seul pratiquement, hormis le Yémen, qui est la seule république de cette péninsule arabique, mais qui est un pays à part, justement. Mais sinon, tous les autres pays que je vous ai cités sont ou des émirats, ou des monarchies, ou des royautés. Mais ce sont des pays avec une population extrêmement peu nombreuse, une population autochtone. Les Émirats Arabes Unis, c'est 10 millions de personnes, dont 9 millions d'étrangers. Donc 1 million d'autochtones. Le Qatar, c'est 300 000 autochtones pour 1 700 000 étrangers. Le Koweït, c'est 2 millions d'autochtones pour 2 millions d'étrangers. Oman, c'est 2,2, etc. L'Arabie Saoudite, c'est 26 millions de Saoudiens et 8 millions d'étrangers. Donc, c'est un pays avec une population. Et c'est important quand je vous expliquerai un petit peu les raisons de certaines des décisions prises par Mohammed bin Salman. C'est un pays donc qui joue un peu le rôle un peu de par rapport à ces pays du Golfe, c'était un peu comme Moscou à l'égard du bloc soviétique avant. C'était le pays phare et le pays vis-à-vis desquels les autres pays obéissent. Donc là, je vous ai planté un petit peu le décor. C'est un pays qui avait une relation particulière avec les États-Unis depuis 1946, date à laquelle le roi d'Arabie Saoudite, le grand-père de ce monsieur, qui est aussi un peu son modèle, le roi Abdelaziz Ibn Saoud, a conclu une alliance avec les États-Unis sur un bateau, sur le Quincy, on parle du pacte de Quincy, au terme de laquelle l'Arabie Saoudite vend du pétrole aux États-Unis et les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite. C'était donc pétrole contre sécurité. D'où une relation singulière entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, très forte, une relation à la fois donc pétrolière, économique, politique, convergence diplomatique, financière aussi. Les Saoudiens ont toujours beaucoup aimé les républicains. MBS adore Trump. Avant lui, ils adoraient par exemple George Bush, qui avait été probablement financé par les milieux pétroliers saoudiens. Ça veut dire
presque une intimité quand même au niveau des dirigeants, entre les dirigeants saoudiens et les dirigeants américains. Cette relation singulière et intime a connu des sérieux coups de canif. Par exemple, le 11 septembre 2001, lorsque 15 des 19 membres du commando terroriste qui ont attaqué les tours jumelles de New York étaient saoudiens. Mais en dépit de cet aspect-là, en dépit du fait que probablement l'Arabie saoudite avait d'une manière ou d'une autre partie liée avec les terroristes, dans le rapport qui a été fait ensuite par l'administration américaine, eh bien, il y a encore plus de 20 ans après un certain nombre de pages qui restent classifiées parce que, probablement, qu'elles mettent en cause des dirigeants saoudiens. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite a un levier très fort sur les États-Unis. Il y a environ 700 milliards d'investissements saoudiens aux États-Unis, le bon du Trésor, etc. Donc, c'est pour vous montrer que l'Arabie saoudite a des leviers par rapport aux Américains. Et pendant longtemps, ce pays avait donc partenaire privilégié les États-Unis, et ensuite il y avait en deuxième rideau, il y avait la Grande-Bretagne, qui était l'ancienne puissance coloniale de cette région-là, sauf l'Arabie saoudite, qui n'a jamais été colonisée. Et puis il y avait aussi la France, qui arrivait un peu troisième position, qui était un partenaire, on appelait le partenaire de substitution lorsque les Saoudiens et les Américains se chamaillaient, comme c'est arrivé après le 11 septembre 2001. Les Saoudiens faisaient de l'œil aux Français, et les Français accouraient, on signait des contrats d'armement, avec à la clé des rétrocommissions, des commissions, on a entendu parler notamment de certaines rétrocommissions qui n'avaient pas été payées, qui se sont traduites par des attentats, notamment au Pakistan. Donc je veux vous dire, voilà, une imbrication quand même de ces milieux-là, de ces pays-là, parce qu'on a tendance à dire l'Arabie saoudite c'est un pays moyenâgeux, etc. C'était un pays moyenâgeux parce que c'était un pays, vous savez, où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, où il y avait une police religieuse. Donc la police religieuse, elle d'une part, elle tapait avec les policiers religieux avec leurs bâtons. Une femme, si elle ne portait pas son abaya correctement, elle se faisait taper sur les doigts. Elle veillait à ce que les commerces soient fermés au moment des prières. Elle veillait à la non-mixité dans les lieux publics, etc. Donc, c'était un pays qui était effectivement peu attirant pour les touristes. D'ailleurs, il n'y avait pas de touristes, sauf les touristes religieux. Et le pays ne voulait pas de touristes. Une espèce de mini-empire du milieu. Pour vivre heureux, vivons cachés. En revanche, nous, on a des palais, les Saoudiens ont des palais beaucoup au Maroc. Ils aimaient beaucoup le Maroc, les princes saoudiens. En France, à Valoris, etc. Et ils nous connaissent très très bien. Ils ont financé beaucoup de campagnes électorales, etc. Mais bon, voilà. C'était ce pays archaïque et riche, mais archaïque, qui a été. Alors, il y a deux grandes dates importantes pour comprendre ce pays. C'est 1747, lorsqu'il y a eu un pacte entre la principale tribu, les Saouds, et puis la tribu qui était détenteur du pouvoir religieux, les Abdel Wahhab, d'où le nom de wahhabisme, qui a donné naissance à cette doctrine ultra-religieuse de l'islam, qui était celle de l'Arabie saoudite, qui était une vision ultra-rigoriste de l'islam. Par exemple, je me souviens, dans les années 2009-2010, j'étais allé à Jeddah et j'avais vu un contact et qui m'avait dit, on discutait, il m'a dit, je viens d'enlever ma fille de l'école primaire. De l'école publique, je l'ai mise dans le privé. Je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que elle faisait des cauchemars la nuit sur l'islam, parce que un tiers du cursus à l'époque en Arabie Saoudite du cours préparatoire au baccalauréat, c'était non pas l'islam, ça aurait été, je dirais, normal, mais c'était le wahhabisme. Et le wahhabisme, il est licite de tuer ce qu'on appelle en arabe des koufars, des non-musulmans. La justice est rendue au sabre, etc. Et donc, il me dit, ma fille faisait des cauchemars, parce qu'un tiers du cursus, c'était ça. Voilà. L'enseignement des mathématiques, par exemple, c'était deux droites parallèles ne se rejoignent jamais, sauf si Dieu le veut.
Voyez. Donc, ça formait une génération de gens un petit peu bizarres, ou des Ben Laden, ou des gens qui après songeaient à partir. Donc, c'était ce pays singulier. La deuxième date, avec une emprise du pouvoir religieux très forte, liée à ce pacte fondé en 1747 entre les Saouds, qui vont diriger l'Arabie, et les Abdel Wahhab, qui auront la mainmise sur le religieux, le social, etc., l'éducation. Et la deuxième date, c'est en 1932. L'Arabie moderne est fondée par le grand-père de ce monsieur-là, donc le Abdelaziz, celui qui a conclu l'accord avec les Américains en 1946, qui je crois qu'il avait une cinquantaine d'enfants, 25, il a eu une quinzaine de femmes, parce que c'est un pays où on pratique la polygamie, sauf justement MBS. Donc il a eu une pléthore d'enfants, et lorsqu'il est mort, il y avait un système de succession qui passait de ses enfants. Donc, et comme il en avait eu 23, pendant une trentaine d'années, il y a eu un système de succession, on appelle ça adelphique, entre des demi-frères. Mais des demi-frères, en général, en plus, ils viennent assez vieux. Donc, des rois accédaient au trône à 75 ans, ils mouraient à 85 ans, il y avait un demi-frère qui avait 78 ans, etc. Donc, il y a eu comme ça, l'Arabie Saoudite a vécu avec des dirigeants qui étaient très âgés et qui n'osaient pas remettre en question tous ces principes, cette omnipuissance de la religion, etc.